Bonjour à tout le monde. Donc, Nadim Wardé, moi je suis responsable au sein d'Edoni pour la partie communication et formation. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos webinaires réguliers que nous tenons le dernier vendredi de chaque mois à 11 heures, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Escobar de GS1 qui va nous présenter les standards GS1. Donc, et quelle est leur utilité dans les process de dématérialisation des échanges entre partenaires commerciaux, quelle est leur utilité dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la donnée qui est non seulement à destination de ces échanges, mais aussi du consommateur ou du client B2B, et quel est aussi un peu leur positionnement, le positionnement des standards dans le cadre de la réglementation. Aurélie, je te laisse la parole à toi. Parfait, merci beaucoup Nadim. Merci beaucoup à Edoni pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, je suis donc Aurélie Escobar et je suis responsable de filière chez GS1 France. Et dans les filières qui sont adressées au sein de l'équipe, on a notamment toutes les filières construction, bricolage, industrie technique, la santé et les cosmétiques. Voilà, une dimension assez large de filières qui sont animées. Et pendant ce webinaire aujourd'hui, je vous propose en fait de faire une rapide présentation de GS1, faire un point sur les enjeux auxquels la filière construction est soumise et de vous présenter, faire une introduction au standard GS1, d'abord sur la partie identification, avant de pouvoir continuer dans un deuxième webinaire sur tout ce qui sera marquage et partage de données. Voilà, alors pour ce webinaire, on commence par une présentation de GS1. Donc, GS1, même si parfois le nom n'est pas connu, quand on voit les produits, les codes barres sur les produits, en général, ça fait tilt, puisque du coup, vous entendez ce bip qui est reconnu mondialement voilà, et qui est très utilisé tout au long de la supply chain et qui a été à l'initiative d'acteurs pour faciliter le passage en caisse. Et donc, au fur et à mesure des années, au-delà des produits de grande consommation, du coup, ça a évolué vers d'autres filières, sur différents supports également, pas que ce code 1D, et avec toujours une même raison d'être pour GS1 qui est d'identifier pour échanger aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir une identification qui soit unique, et qui soit basé sur un système de règles décidées et appliquées par tous les acteurs de façon par consensus et qui permettent ces échanges-là sans ambiguïté, les rendre automatisables et efficients tout au long de la chaîne de valeur et d'autant plus dans la supply chain. Donc, quand on parle d'identification, on peut se demander de quoi est-ce qu'on va parler. On va identifier différentes choses. On peut identifier des produits, des pièces, des composants, des équipements, des biens durables. On peut utiliser les identifiants aussi pour tout ce qui est lieu ou entreprise et enfin unité logistique. Et ça va être ça le cœur de ce webinaire d'aujourd'hui, de parler de ces différents identifiants pour ce type d'objet. Et quand on parle d'échanges par exemple commerciaux, transactionnels, d'échanges aussi de suivi tout au long du cycle de vie d'un produit, et puis tous les échanges qui sont liés à la supply chain et la logistique. Et ça fera l'objet de notre deuxième webinaire. Donc, les fondements du système GS1, on a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'identification. Quand vous venez chez adhérent chez GS1, la promesse qu'on vous donne, c'est d'avoir des identifiants et de pouvoir codifier vos produits, vos lieux, vos objets. Ensuite, de pouvoir capturer ces informations-là dans des supports, donc dans un code barre, qui soit une dimension ou 2 dimensions, ou dans des puces RFID, pour ensuite pouvoir les partager avec vos partenaires commerciaux tout au long de la chaîne de valeur. Quand on parle de GS1, pour vous donner juste quelques chiffres clés, donc c'est une entreprise qui est neutre à but non lucratif. On a été, on fête nos 50 ans cette année. On a été créé par les entreprises pour les entreprises il y a 50 ans chez GS1 France, puisqu'on est plusieurs entités dans le monde. On couvre 150 pays, on a 116 bureaux dans le monde et on a plus de 53 000 adhérents en France. Donc on se veut international puisque ce sont des standards qui sont internationaux et en même temps local avec des entités où on est au service de nos adhérents de façon très locale et avec notre moteur de la standardisation que sont la collaboration,
et l'inclusion. Ce sont deux principes fondateurs qui sont essentiels pour nous, parce que sans les acteurs, sans vous, GS1 n'avance pas et ne fait rien. Donc la collaboration est très importante et l'inclusion aussi, puisque tout type d'entreprise, tout type d'acteur, tout type de filière peut venir collaborer chez GS1. Et donc, une des filières, c'est tout ce qui est lié à la filière construction dont on parle aujourd'hui. Donc maintenant, après cette présentation de GS1, je vous propose de partager des enjeux auxquels la filière construction fait face. Alors la filière, dans ce qu'on peut voir, c'est que, et comme Nadim pouvait aussi le rappeler, c'est que la donnée est vraiment au cœur de ces tendances. On voit des différentes tendances qui s'installent, qui s'instaurent et qui, du coup, font qu'il y a de plus en plus besoin d'échanger de l'information, notamment sur le passage d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Et donc, tout ce qui est lié à la décarbonation, il y a besoin d'avoir de la donnée, de l'information pour pouvoir faire ça et pour pouvoir décarboner. On a aussi toute une tendance liée à la digitalisation. Donc, on parle de BIM, d'interopérabilité des systèmes d'information, mais aussi de besoin de confiance parce qu'on doit s'échanger de la donnée et donc de faire appel à des tiers de confiance. Et puis aussi d'industrialisation des supply chains pour passer à un mode de fonctionnement beaucoup plus à l'échelle, d'avoir des fabrications hors site et des assemblages sur site, par exemple. Et puis, dans toutes ces tendances-là d'avoir de la donnée, c'est aussi au cœur des stratégies d'entreprise, notamment sur les achats responsables, tous ces enjeux RSE des entreprises où là encore l'information est du coup essentielle. Et cette filière-là est vraiment régie forcément par des réglementations. Et je voulais juste faire un focus, c'était sur la révision de la réglementation sur les produits de construction, puisqu'elle c'est en cours. Et elle introduit le fait d'avoir des produits qui soient plus durables, plus réparables, recyclables, facilement reconditionnables également, et fait le lien avec un projet de réglementation qui a été publié par la Commission européenne en mars 2022, qui s'appelle Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Donc, c'est vraiment le faire en sorte que les produits durables deviennent la norme. C'est ce qui est communiqué en français et qui introduit la notion de passeport produit digital. Donc, ça veut dire quoi un passeport produit digital? Ce Digital Product Passport, ça veut dire qu'on doit, sur un produit fini, être en mesure de communiquer tout l'amont, donc tout l'historique des matières premières, avoir une traçabilité de bout en bout jusqu'à la fin de vie d'un produit et qu'il y ait toutes les données qui soient associées, les supports de communication qui soient nécessaires également pour qu'on puisse réduire en fait l'impact au niveau de la consommation de matières premières neuves, de beaucoup plus penser éco-design dans la construction des produits et en plus de faciliter leur recyclage, la réutilisation des produits dans un cercle vertueux. Donc voilà, ce projet de réglementation se mettra en œuvre à partir de 2026 et sur les produits textiles, batteries et électroniques, et la construction du coup au travers du projet de réglementation du CPR va être aussi impactée. Donc voilà, c'était pour vous tenir aussi informés puisque il n'y a pas forcément eu beaucoup encore de communication faite, et sachez que côté GS1, on travaille aussi à ce Digital Product Passport pour être en mesure de fournir des prototypes aux entreprises pour la fin d'année 2023 et du coup de pouvoir ensuite le tester et de le mettre en œuvre et d'être prêt pour le projet de réglementation et du coup cette traçabilité de bout en bout. Voilà, du coup, je vous propose de passer maintenant à la présentation des standards GS1 et donc du coup d'avoir un zoom plus particulier sur ce premier pilier qui est l'identification. Et donc, on va voir, on aime bien les acronymes chez GS1, on aime bien faire ça, on aime beaucoup les lettres dans tous les sens, donc je vais essayer de vous simplifier le wording, mais on va parler de GCP, de GLN, de GTIN et de SSCC aujourd'hui. Et donc, normalement, ça devrait être plus clair après cette présentation. Donc, on commence par tout ce qui est GCP et GLN. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous adhérez à GS1, vous allez bénéficier d'un préfixe entreprise
qui va vous permettre d'identifier votre entreprise. Et donc, ce GCP, ça veut dire GS1 compagnie préfixe. Et sur la base de ce préfixe entreprise et de la plage de codification que vous aurez demandé à GS1, ben, on va vous donner un GLN. Ce GLN, c'est le Global Location Number. Et celui-ci va identifier de façon unique votre entreprise, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde entier. C'est nécessaire, ça c'est aussi à votre charge ensuite quand vous avez votre GLN pour identifier votre entreprise, de pouvoir le partager à vos partenaires commerciaux pour qu'ils puissent le connaître et ça sera très utile, on va le voir après dans vos échanges avec eux. Alors le GCP, il est à longueur variable et donc du coup, quand vous faites la demande d'adhésion à GS1, il faut que vous puissiez d'abord avoir fait l'état des lieux chez vous de combien vous avez besoin de codes pour vos produits ou pour vos lieux. Donc, le GCP, quand vous avez un GCP 11, bah, ça veut dire que vous avez besoin de 10 codes. Et puis, quand vous avez un GCP 6, bah, vous en avez besoin d'1 million. Donc, ça ne fait pas tout à fait le même effet. Et donc, en fonction de ça, vous avez la plage de codification qui vous est attribuée. Et ce GCP-là, il va être utilisé dans c'est la base de cette structure de la codification derrière pour les clés d'identification. Et donc, cette première clé d'identification, ce premier standard, c'est le code GLN, Global Location Number. Et donc, lui, il va identifier votre entreprise de façon unique, non ambiguë, les différents lieux. Et c'est un prérequis aux différents échanges que vous allez pouvoir avoir pour être bien sûr d'avoir une communication qui soit efficiente avec tous vos partenaires commerciaux. Donc, le GLN, il peut servir à identifier différentes choses. Par exemple, une entité juridique, donc une entreprise qui a une existence légale, qui a une organisation, une institution, ça c'est une entité juridique. Vous pouvez aussi utiliser le GLN pour une entité fonctionnelle, donc par exemple un service comptabilité au sein d'une entreprise. Ça c'est pour identifier des qui, je dirais. Et puis après, il y a la partie identifier les lieux. L'emplacement physique, par exemple un site dans une entreprise ou un quai de livraison ou une ligne de production, ça c'est pour un emplacement physique, le GLN est approprié, ou encore un emplacement numérique. Dans le cadre des échanges de données informatisées, donc en EDI, l'adresse électronique va être utilisée. Donc du coup, vous pouvez attribuer un GLN spécifique pour un emplacement numérique. Alors, comment ça fonctionne, ce GLN? Parce que du coup, si on en a un quand vous adhérez à GS1, comment vous faites pour générer les autres? Du coup, quand vous avez votre premier GLN, votre GLN principal, celui qui vous est donné par votre adhésion à GS1, dans n'importe quel GS1 que ce soit, ensuite, ça va être à vous de générer vos GLN applicatifs. Et donc, du coup, de garder toujours votre préfixe entreprise et puis de façon séquentielle, de changer cette partie du milieu qui va être liée à l'identification de vos lieux et avoir encore une clé de contrôle toujours à la fin pour vérifier que le code fonctionne correctement. Et donc, du coup, vous avez créé un nouveau GLN applicatif. Et je vous parlerai un petit peu plus tard d'outils pour vous aider à les générer. Donc, voilà, entre GLN principal et GLN applicatif. Donc, en synthèse, qui va créer ces GLN? Le GLN principal, c'est vraiment l'entité d'adhésion à GS1, alors que le GLN applicatif, c'est vous, entreprise, qui allez le créer, les attribuer de façon séquentielle. Et ça à charge à vous de les communiquer avec vos partenaires commerciaux, avec les informations qui y sont associées. Voilà. Et du coup, en synthèse de cette utilisation de GLN, ça va vous faire à quoi ça va vous servir, quel est le bénéfice, quels sont les bénéfices associés. La première chose, c'est une identification unique du lieu ou de l'entité que vous voulez avoir. Et donc, ça va vous permettre de dématérialiser, de simplifier vos échanges avec vos partenaires. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est également d'avoir une meilleure visibilité si vous voulez publier vos GLN dans les registres GS1 qui répertorient justement tous les lieux, les sites et les entités. Et enfin, quand on associe un GLN aussi avec le GTIN dans les échanges, ça va nous permettre d'améliorer la traçabilité en fait, de bout en bout et de retrouver le circuit logistique du produit depuis son usine de production, par où il est passé, les différents lieux de stockage, jusqu'à un entrepôt ou un magasin.
Donc voilà sur la partie d'identification des lieux. Maintenant, je vous propose de passer à l'identification des produits avec ce standard GTIN, Global Trade Item Number. Donc ce GTIN 13 fonctionne dans la structure de la même façon que ce que vous pouvez avoir sur un GLN. Donc vous utilisez le préfixe de l'entreprise, il y a le code pour la référence et une clé de contrôle. C'est exactement le même type de fonctionnement. Et la méthode qu'on vous recommande, c'est aussi la même façon, c'est séquentiel. Si vous avez une version d'un produit X, vous commencez par 0,1, la version d'un autre produit, vous commencez par 2, etc., etc. Et là, on voit qu'on a le même type de produit, mais ce n'est pas la même référence. Là, du coup, il y a des principes directeurs qui vont vous aider pour savoir quand est-ce que vous êtes en obligation de changer de GTIN. Il y a 3 questions à se poser, en fait. Est-ce que votre consommateur ou votre partenaire commercial doit être informé et a besoin de distinguer un produit d'un autre? Si vous répondez oui, alors vous changez de GTIN. Est-ce qu'il y a une obligation réglementaire également d'informer vos consommateurs ou vos partenaires commerciaux? Et par exemple, vous avez maintenant une substance qui est interdite à la commercialisation et donc du coup doit faire l'objet d'une différenciation dans votre produit. Dans ces cas-là, vous changez de GTIN. Ou encore, est-ce que ça a un impact sur la chaîne d'approvisionnement? Si vous changez la contenance, un colis par exemple de taille, ça a un effet dans la chaîne logistique, ça a un effet pour le partenaire suivant. Dans ces cas-là, il faut changer de GTIN. Donc, si vous répondez oui à l'une de ces 3 questions, il faut changer de GTIN. Et puis, on a, et je vous mettrai les liens, vous avez tous les liens qui sont utiles à la fin de cette présentation. Et donc, vous aurez aussi les 10 règles de changement de GTIN qui sont associées à pour vous aider aussi et qui vous donnent des exemples plus précis. Donc, en synthèse, utilisez le GTIN. C'est vraiment l'identifiant qui est unique, qui va vous permettre de vendre et de référencier vos produits plus facilement, qui est vraiment aussi le deuxième prérequis, mais cette fois-ci pour vos produits. Donc, c'est un identifiant qui est universel, il est vraiment utilisé dans le monde entier, qui va vous permettre d'apporter plus de transparence dans l'information qui est communiquée à vos partenaires et notamment aux consommateurs. Plus de visibilité également de vos produits, des marques sur les sites de vente en ligne. Et on sait qu'avec la digitalisation et le e-commerce, ça prend beaucoup plus d'ampleur et donc on a besoin de communiquer sur des produits et donc d'avoir un code de référence. Ça, c'est le GTIN. C'est un code qui est unique, c'est-à-dire qu'un code, ça correspond à une référence article et une référence article correspond à un code, pas plusieurs. C'est un énorme bénéfice aussi pour vos processus de supply chain, puisque c'est un code qui va être le code pivot en fait, pour automatiser vos échanges et puis de permettre plus de fiabilité aussi dans les échanges avec vos partenaires. Et pour générer vos codes, vous avez un outil qui est à votre disposition et qui s'appelle Code Online. À partir du moment où on est adhérent à GS1, il n'y a pas de service supplémentaire pour accéder à Code Online. Ça va vous permettre de générer vos codes GTIN, vos codes barres associés et la carte d'identité de vos produits et de maintenir et d'échanger vos informations sur les millions de produits qui sont vendus dans le monde. Voilà, les acteurs ont vraiment cet objectif commun d'avoir vraiment une information de qualité. Et donc, le service de Code Online, quand on parle de carte d'identité des produits, en fait, c'est les quelques attributs qui vont vous permettre de décrire de façon simple les caractéristiques de votre produit. Donc, votre GTIN, forcément, quel est le code de votre produit, le nom de la marque, la description produit, l'image, la catégorie de produit, le contenu net et le pays de commercialisation. Ça génère votre carte d'identité. Et du coup, vous renseignez ces informations-là dans Code Online et ensuite, vous avez la possibilité de les publier pour que ça soit inscrit et enregistré dans un registre international. Et donc, ce que je vous disais, où les acteurs peuvent ensuite venir consulter ces registres grâce à une API. Donc, voilà sur cette partie d'identification de produits. Et comme on l'a vu en tout début en présentation de GS1, il y a des lieux, il y a des produits et il y a aussi tout ce qui est logistique dans les unités d'expédition notamment.
Donc, en fait, vous avez différents types d'unités. On a vu l'unité consommateur, vous avez aussi l'unité logistique avec le carton, et vous avez aussi l'unité d'expédition, la palette. Et vu qu'il y a un autre code pour identifier cette palette, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, ça s'appelle le SSCC, qui veut dire Serial Shipping Container Code. En fait, pour faire simple, ce SSCC, c'est une plaque d'immatriculation pour l'unité logistique et qui va être générée au moment où l'unité logistique est créée. Et puis, on va l'utiliser tout au long des différentes étapes de cette supply chain. Donc, elle a 18 caractères. Et la particularité comme tous les identifiants, quand on vient les mettre après dans des codes barres, on a des identifiants d'application chez GS1. Donc, tous les codes sont identifiés avec un petit numéro en amont. Et donc, le 00, ça veut dire que c'est un SSCC. Donc, on retrouve 18 caractères derrière. Le GTIN, c'est 01, par exemple. Donc, voilà pour ce SSCC. Donc, qui l'attribue? Le fabricant ou le grossiste ou distributeur ou le prestataire logistique. En tout cas, là où il y a l'assemblage qui est fait de cette unité logistique. Donc, voilà pour ce SSCC également. Et donc, j'en viens à la conclusion et à vous donner quelques informations à retenir. Donc, sur la partie identification, en tous les cas, unique et non ambiguë, va vous permettre de faciliter la traçabilité des produits. En effet, parce que vous allez améliorer la connaissance des produits et donc, quand vous avez besoin de suivre leur cycle de vie, c'est bien de savoir de quoi on parle, quelles sont les informations qui sont associées et d'avoir un code pivot pour faire ça. Ensuite, d'optimiser le suivi de vos produits. Et donc, du coup, de faciliter, d'éviter en fait qu'il y ait des ruptures dans la chaîne d'information, puisque du coup, vous avez toujours ce produit, ce code-là, produit qui va faire le lien. Ça vous permet aussi de simplifier la gestion de vos stocks ou de vos approvisionnements en ayant un code tel que le GTIN notamment. Et puis, de faciliter la traçabilité depuis sa fabrication jusqu'à la fin de vie ou la valorisation. Et on voit que dans un cadre réglementaire, ça va devenir de plus en plus essentiel et vraiment important. Alors, pour faire tout ça, vous n'êtes pas seul. GS1 vous accompagne et l'équipe de GS1 France notamment pour vraiment essayer de répondre à vos besoins. Donc, on a une équipe support avec des documents qui sont disponibles sur notre site Internet, avec une équipe en France, mais aussi à l'international. Quand il y a des entreprises qui ont besoin d'aller un peu plus loin, on met en place aussi, on a des formations, alors soit sur une thématique et elles sont avec différentes entreprises, interentreprises, soit une formation dédiée à votre entreprise et qu'on customise en fonction de vos besoins, ou on peut aller aussi sur des missions de conseil avec une équipe de consultants experts sur les standards pour vous accompagner directement chez vous. Ensuite, selon les typologies d'acteurs, quand on peut être un distributeur notamment ou un donneur d'ordre, s'il y a besoin d'embarquer ses fournisseurs dans l'adhésion et le déploiement des standards, on le fait également, on accompagne les membres. Et puis, GS1, un dernier point qui est très important, c'est que GS1 n'est pas un offreur de solutions. Donc, on travaille en forte collaboration avec des offreurs de solutions qui ont eux-mêmes inclus les standards dans leurs propres solutions. Et donc, du coup, elles sont conformes aux standards GS1. Et donc, du coup, en fonction du besoin que vous pouvez avoir, on a une marketplace qui recense nos près de 250 partenaires en fonction des besoins que vous avez. Comme ça, vous pouvez accéder et être sûr que les standards sont utilisés comme il faut dans leurs solutions. Donc, je vous remets les contacts que vous avez. Je suis en cours de recrutement pour une personne vraiment dédiée au monde de la construction et du bricolage. Donc, c'est en cours de recrutement, mais en attendant, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions et de vous aider. On a un service client également qui est à votre écoute si vous avez des questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les solliciter. Et enfin, comme on a vu une première partie là sur la partie identification, je vous propose de nous retrouver pour une deuxième session d'un webinaire, pour cette fois-ci par les marquages, donc les codes barres cette fois-ci, et le partage de données, qui est du coup essentiel
donc identifiés pour échanger aujourd'hui et demain. Voilà, et on a tous intérêt à parler le même langage. Donc, je vous remets les liens utiles et vous les aurez également avec la présentation pour pouvoir mettre en place tous les standards dans vos entreprises. Et je suis disponible si vous avez également des questions. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Je vais peut-être initier une question aujourd'hui concernant un peu les standards GS1 et les règlements, la partie réglementaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Tu en as longuement parlé du passeport digital. Il y a en France la loi AGEC. Il y a un certain nombre de lois, de règlements qui sont en train de monter en puissance sur cette décennie. Comment ça va s'imbriquer? Comment les standards vont pouvoir aider à répondre aux besoins des entreprises demain, dans le futur, pour ces histoires, pour répondre aux réglementations? Alors, c'est un très bon point parce que la réglementation est un fort levier, un levier d'accélération en général pour aller vers plus de digitalisation des entreprises. Et côté GS1, on se veut être un facilitateur justement de ça. Et donc, on écoute beaucoup les besoins du marché sur les différentes lois en fonction des informations qui souhaitent échanger ou mettre ou apporter du consommateur pour qu'on puisse les standardiser. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours, notamment, tu parlais sur les informations liées à la loi AGEC. Donc, c'est en cours aussi sur cette standardisation-là des informations pour qu'on puisse les avoir comme informations ou attributs à pouvoir s'échanger avec différents partenaires et puis et donc de les mettre à disposition. Donc, il y a cette partie-là qui est en cours. Et dans le cadre du passeport digital des produits, le GS1 en fait fait partie d'un consortium au niveau européen qui s'appelle le consortium CIRPAS, où là il y a il y a différents en fait partenaires qui font partie. Donc l'objectif c'est bien de produire 3 passeports prototypes de passeports d'ici la fin de l'année prochaine. Et donc on travaille beaucoup, le kick-off est lancé parce que du coup, on a eu l'accord de la Commission européenne pendant l'été. Donc, ce kick-off a eu lieu au mois de septembre. Et donc là, les différentes parties qui sont concernées, qui sont parties prenantes de ce consortium, travaillent déjà pour qu'on puisse livrer ces 3 prototypes. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser aussi les standards dans un objectif d'interopérabilité. On est vraiment sur du partage de données. Il faut que ça soit facile tout au long de la chaîne. Et donc, un langage commun, c'est ce qui est la clé pour réussir cette traçabilité. Parce que là, on parle de la matière première. Hein, donc, où est-ce qu'on extrait d'une mine, par exemple, jusqu'à la réparation, qui a réparé, quelles sont les opérations de maintenance qui ont pu être lieu, est-ce qu'il y a eu des changements de pièces sur un objet pour ensuite pouvoir faciliter sa déconstruction, son démantèlement ou la réutilisation de certaines parties. Donc voilà, ça c'est les gros sujets qui sont aussi en cours pour aller vers la réglementation. Et on essaye de communiquer, donc par exemple lors de webinaires comme ça avec Edonie, lors de salons également, pour continuer à communiquer, et notre site internet également, mais voilà, parce que c'est majeur pour les entreprises. Donc, si je fais avec... pardon. Il y a une question, Wolfgang aura une question après. Alors, on va laisser Wolfgang, vas-y. Oui, bonjour à tous. Merci encore pour ce webinaire très intéressant pour avoir des informations sur GS1. Je vais avoir 2 questions. Oui. Premièrement, est-ce que le standard GS1, enfin tous les acronymes, quand on parle de GTIN, GLN, pardon, ainsi que les autres types d'identification des différentes, au niveau de la chaîne de logistique, oui. Est-ce que tous ces termes sont utilisables par tout le monde aujourd'hui? Parce que c'est peut-être rentré dans les mœurs d'utiliser le terme GLN, GTIN, etc. Mais est-ce que ce sont des noms déposés et est-ce que
enfin, tout le monde peut l'utiliser. Est-ce qu'on peut l'intégrer dans tous les standards aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, du coup, Les formats d'échange, pardon. Ouais, alors ce sont des noms en effet déposés. Ce sont des produits de marque déposée sous le nom de GS1. Tous les standards GS1 sont accessibles, sont libres d'utilisation. Donc, il y a le besoin d'être adhérent à GS1 pour pouvoir les utiliser. Et à partir du moment où on est adhérent à GS1, alors on les utilise dans les différents systèmes d'information qu'on peut avoir et dans les différentes solutions. Donc, ce qu'on préconise en général, c'est de se baser sur des offreurs qui ont bien intégré les solutions, les standards GS1 pour que ça soit facile de mise en œuvre et qu'au moment où vous démarrez, en général, quand on fait de l'EDI, donc des échanges de données informatisés pour tout ce qui peut être commande ou facture, bon livraison, etc. GLN, oui, ça parle bien pour ceux qui font de l'EDI. Le GTIN, on avait dans le temps, on entend encore EAN ou GenCode. C'est pas grave, ce sont le nouveau nom c'est GTIN, mais à partir du moment où on sait que c'est de l'identification de produits au standard GS1, voilà. Donc oui, au fur et à mesure, selon les applications, ce sont des noms qui parlent aux acteurs. Et après, en fonction du niveau de digitalisation, je dirais, c'est plus ou moins quelque chose qui est connu ou peut-être parfois se connaissent mais sans avoir le nom exact. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de déployer et de communiquer le plus possible. D'accord, merci beaucoup. Et j'avais une deuxième Deuxième question. question. Si je peux encore, si j'ai encore le temps, est-ce que vous intégrez des standards, enfin des modèles de données, comme par exemple le modèle ETIM dans GS1, ou c'est vraiment quelque chose que vous n'utilisez pas, ou ça peut être eClass ou d'autres modèles de données pour caractériser des produits techniques qui existent aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, dans ces cas-là, c'est plus des travaux de collaboration pour que dans les échanges, vous puissiez, s'il y a besoin d'utiliser un code identifiant, vous puissiez l'utiliser aussi, vous, dans vos échanges. En fait, on ne se veut pas être exclusif sur le partage de données. Il y a d'autres façons de partager, il y a d'autres moyens d'échange que la fiche produit de GS1. Il y en a d'autres pour d'autres typologies de produits. Si le GTIN notamment ou le GLN peut être utilisé dans ces échanges-là, dans les autres types d'échanges d'informations, alors c'est parfait et ça marche ensemble et c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, on ne se veut pas pour dire il faut absolument remplacer quand il y a des choses qui fonctionnent sur des échanges de données, parce que les acteurs ont travaillé depuis longtemps sur leur modèle d'échange. Alors très bien, par contre, si vous avez besoin d'avoir un code de référence pour faciliter vos échanges, on vous invite à utiliser un code qui est utilisé de façon internationale et auquel cas le GTIN. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors moi, je vais compléter revenir un peu sur deux choses. Alors effectivement, si on part d'international, un peu de revenir à ces histoires de réglementation, ça veut dire que le GTIN, il va avoir un format unique, quel que soit le pays, c'est-à-dire que même si demain une autre organisation l'intègre, l'utilise, l'exploite pour normaliser, ils sont tenus d'être à 14 positions et j'aurai toujours la même lecture, quel que soit le pays. Oui, c'est ça. Et après, du fait de la réglementation, on ira un cran plus loin, c'est qu'on ira avec du standard, du sérialisé, du GTIN sérialisé. Donc le GTIN identifie la référence pour aller à l'instance. Donc vraiment, si vous avez, on avait mis l'exemple de pot de peinture. Si vous avez la même référence de pot de peinture, mais qu'on veut identifier le premier produit qui est sorti de la chaîne de production du deuxième, alors on utilise un numéro de série et ça sera là pour être sûr de suivre vraiment le produit de façon sérialisée dans les réglementations futures. Donc on va aller le cran d'après de façon plus précise pour assurer cette traçabilité.
Alors, je ne sais pas si je peux poser encore une question. Je suis industriel. Dans le monde de la construction, du bâtiment, les standards sont, on commence à prendre petit à petit conscience un peu d'identifier les produits. Comment je fais? Par où je démarre? Avant de même de contacter GS1, est-ce qu'il faut, C'est une bonne est-ce, question. Ouais, est-ce c'est que, une bonne question parce qu'il faut déjà commencer par cartographier ses besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin? Combien de lieux vous avez? Combien vous allez avoir besoin d'identifier en termes de lieux, d'entités juridiques, d'emplacements et aussi de produits? Combien de produits vous avez différents à identifier? Donc, c'est la première étape, c'est déjà de regarder chez soi quels sont ses besoins. La deuxième, c'est de contacter une entité GS1, que ce soit en France ou ailleurs selon le pays où vous êtes localisé. Et ensuite, une fois que vous adhérez à GS1, on va vous demander, en fait, la première chose, c'est de quoi avez-vous besoin pour qu'on puisse vous donner le GCP en fonction, la longueur du GCP en fonction de la plage de code que vous allez avoir besoin. Et ensuite, à partir du moment où vous êtes adhérent, on vous a donné votre GCP, votre JLN. Alors, vous allez pouvoir aller jusqu'à Code Online pour aller générer vos codes. Et l'étape d'après, de publier vos codes via Code Online pour les rendre accessibles dans les registres internationaux, ou même chose sur la partie GLN pour pouvoir les publier dans les registres internationaux également. Voilà un peu en étape simple. Et puis, quand vous passez après aux étapes de j'ai besoin de marquer mes produits ou j'ai besoin d'échanger de l'information, alors on a une marketplace. Allez sur la marketplace pour voir les différents offreurs de solutions. Et puis, contactez-nous si vous avez des questions pour qu'on puisse vous mettre en relation avec différents acteurs. On ne sera pas recommandant sur un acteur, on a un devoir de neutralité envers les offreurs de solutions, mais on vous en proposera plusieurs qui répondront à vos besoins et qui vous aideront dans la mise en œuvre voilà, de cette digitalisation de vos informations. Il y a une dernière question de Wolfgang. Oui, merci. Juste pour confirmer le nom du consortium, il s'agit bien de CIRPAS. CIRPAS, CIRPAS, d'accord. CIRPA2S. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on est bon? Bon, personnellement, voilà, c'est assez clair de mon côté. C'est pas si, je pense qu'on est bon d'un point de vue question. Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Et puis rendez-vous à la session d'après pour continuer cette introduction au standard GS1 pour aller le cran d'après sur le marquage et le partage de données. Avec plaisir. Super, juste un petit rectificatif. J'avais dit le dernier vendredi de chaque mois, excepté le mois de décembre et peut-être un peu des fois en août, puisque le mois de décembre, voilà, ça sera. En plus, ça tombe Noël cette année, ça sera le 23 ou le 24. Donc, effectivement, il n'y aura pas de webinaire au mois de décembre et on démarre l'année avec Aurélie et dans la suite logique de l'utilisation de l'application pratique des standards GS1. Merci beaucoup et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année d'ici là.